Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de French Wargaming. Après plusieurs mois de pause un peu imposée, j'avais perdu la voix ou j'étais en train de tousser en permanence, donc autant vous éviter ce calvaire. On va commencer l'année début 2023 tout simplement par un bon gros jeu des familles, à savoir Empire of the Sun, un jeu de Mark Hermans de chez GMT Games. Vous allez voir, j'ai beaucoup d'affection pour les jeux de GMT, donc on risque d'en voir encore quelques-uns. Qu'est-ce que ce jeu? C'est un jeu qui va nous plonger dans le théâtre pacifique de la Seconde Guerre mondiale pour se faire affronter le Japon impérial d'un côté et les alliés de l'autre, donc à savoir le Commonwealth et les Américains, pour ce théâtre éloigné. Ce jeu va donc présenter toute la guerre du bombardement de Pearl Harbor, qui sera la première carte qui sera jouée, à une éventuelle conquête du Japon ou une victoire des Japonais si on arrive à atteindre les objectifs voulus. Voilà, c'est un théâtre très particulier étant donné qu'il se base énormément sur l'aéronaval, c'est aussi ce qui en fait son charme, et des bastons en finesse sur des petits atolls perdus qu'on ne connaissait pas avant la guerre pour la plupart des gens. Pour ce faire, on va pouvoir jouer avec un matériel de qualité, comme souvent avec GMT, et on va commencer par le livret de règles, un bon gros bébé d'une 50aine de pages, bien dense, à lire, relire, relire et encore relire dans les parties parce que souvent les informations vont se croiser. En plus de ça, on va avoir un livret pour jouer en solo. Donc celui-là, j'en suis pas encore servi. On va avoir des aides de jeu. Donc, un récapitulatif des règles de combat. Derrière, des tables pour savoir exactement les facteurs de perte en fonction des dés. Des aides de jeu pour les joueurs, qui vont récapituler les grandes phases et les grandes logiques du jeu. Comme vous pouvez le voir, la grande carte qui va présenter tout le théâtre, qui va aller du nord-ouest avec le théâtre indien, birman et les frontières chinoises, en passant par tout l'arc indonésien, donc Sumatra, Java, Bornéo, jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, et aller jusqu'à l'archipel hawaïen. Ça va être pour la grande campagne. Il existe aussi une petite campagne et donc une petite carte sur le théâtre Pacifique Sud. Donc ça, ce sont des scénarios qui sont présentés dans le livre de règles pour jouer tranquillement. Et on va avoir aussi des bots. Donc si on joue en solo, on va avoir un bot Erasmus, donc qui sera le bot allié. Et le bot Erasmus japonais, si on joue les Américains et qu'on veut affronter un japonais. En plus de ça, donc on va avoir, comme vous pouvez le voir, tout un tas de pions. Les Japonais vont être en blanc ou en jaune, en fonction de la marine ou de l'armée de terre. Les alliés du Commonwealth vont être de plusieurs couleurs, donc on va avoir du marron pour le Commonwealth vraiment, que ce soit les Anglais, les Indiens ou les Australiens. En orange, ça va être la Hollande, tout simplement parce que toute cette zone était hollandaise à l'époque. Et les Américains vont être en bleu ou en vert, en fonction effectivement aussi si on est dans la Navy ou si c'est l'armée de terre. On va avoir tout un ensemble de pions qui vont revenir en renfort. Donc on a deux feuilles qui vont présenter les renforts de chaque nation. On va avoir tout un tas de petits pions en plus qui vont permettre de faire des marqueurs, que ce soit donc les marqueurs amphibies, les marqueurs de tour, etc. Et des sets de cartes. Donc un set de cartes alliées. Les cartes, je les présenterai plus tard. Et un set de cartes japonais. Même système. Voilà, on a tout un ensemble de cartes qui vont nous permettre de faire tourner le jeu. Car oui, c'est un jeu qu'on dit card driven. Donc c'est joué par carte. J'expliquerai comment plus tard. C'est en fonction des cartes que l'on a tirées qu'on pourra faire diverses actions, soit des grosses opérations amphibies, soit des petites opérations localisées, ou même du renforcement, etc. Voilà pour le matériel mis à disposition dans le jeu.
Donc qui est assez complet et qui du coup nous permet de couvrir l'ensemble du théâtre d'opération Pacifique. On va poursuivre avec divers points du jeu qui vont être essentiels et on va commencer par les pions. Donc là je vous ai mis quelques pions, les 3 du haut sont japonais, les 4 en dessous sont américains, pour vous décrire un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc typiquement, on va avoir sur des pions diverses informations. Si on prend les navires, par exemple ce croiseur, on va avoir ses points d'attaque et ses points de défense. En gros, ses points de vie plutôt. Si on prend un avion, on aura la même logique, et en plus un 3 qui sera le déplacement qui pourra être fait pour chaque bond. Donc il faudra qu'entre chaque bond, il se déplace d'un aéroport à l'autre, avec un maximum de 3 cases. Il y aura des petites règles en plus, mais j'expliquerai plus tard. Si on prend cette unité de marine, même chose, attaque, point de vie. Chacun de ces pions a une face de l'autre côté pour simuler quand il a perdu la moitié de ses troupes. Donc si on veut totalement tuer, par exemple, ce croiseur, il faudra faire 8 et 8. Donc si on lui fait 8 de dégâts, il flippe, il fera plus que 3 en attaque. Ça va être la même logique pour les unités américaines en dessous. Donc pour le porte-avions Lexington, on peut voir qu'il y a une valeur d'attaque, les points de vie et la portée de son aviation. Pour cette unité de l'armée, donc là on a beaucoup d'attaques, 18 en attaque, 12 points de vie, et elle peut flipper à 9-12. Ici on va avoir des bombardiers donc avec un 6 de portée, donc ils n'attaquent pas très fort que à 4, mais ils ont longue portée, donc ça permet de bien s'aider. Et là on a un pion un peu différent qui va être le QG. Typiquement ce QG, 25 ça va être sa portée, le nombre de cases sur lesquelles il pourra donner des ordres, et 3 ce sera le nombre minimum d'unités qui pourra, enfin maximum d'unités qui pourra activer, en plus des valeurs de cartes, etc. Donc voilà un petit peu les unités qu'on va pouvoir trouver. Ça va être quasiment tout le temps la même chose, des valeurs d'attaque, des points de vie, et quand on est dans de l'aérien ou de l'aéronaval, aussi une portée aérienne. Un point de règle qui va être extrêmement important, ça va être la zone d'influence des avions, la ZOI comme on dit. La zone d'influence d'un avion, ça va être de 2. Donc tout ce qui est 2 cases autour d'un avion pourra être intercepté et du coup pourra générer des contre-attaques, etc. C'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important dans la partie, de réussir à couvrir les zones que l'on contrôle avec suffisamment de ZOI pour éviter des infiltrations ennemies. J'ai bien foiré dans ma partie cette partie des règles là, je peux vous dire ça fait mal quand l'adversaire s'incruste et commence à faire sauter les verrous de votre défense parce que vous avez oublié une ZOI pour bien gérer votre couverture aérienne. Donc à chaque fois, un avion de toute façon doit finir son tour dans un aéroport et va générer une ZOI tout autour, un avion ou un porte-avions. Les deux génèrent une ZOI de 2. Point de règle suivant qui va être important, ça va être l'activation des unités. Quand on va passer des ordres, qui vont nous être donnés par les cartes, on va pouvoir commander des actions des unités. Et à chaque fois, ce sera fait depuis un QG. Donc tout à l'heure, on a vu le QG qui était à Honolulu, qui a une portée de 25. C'est une exception, la plupart des QG ont une portée bien plus petite. Par exemple, le QG japonais des mers du Sud a une portée de 12. Donc il va pouvoir activer des unités qui seront à 12 autour de lui. Des unités accessibles évidemment. Il y a plusieurs règles pour définir comment une unité peut être activée. Vu le nombre de cas, je vous laisse regarder dans le livre de règles. L'idée effectivement ici c'est de vous donner juste les principes généraux. Et il pourra activer 2 unités plus la valeur de la carte. Donc ça ce sera expliqué quand je vous expliquerai les cartes. Ce qui fait que quand il fera une action, par exemple on va dire qu'il peut activer 1 grâce à la carte, il pourra activer dans 12 cases autour de lui 3 unités. 2 pour la valeur d'activation du QG et 1 pour la valeur de la carte que je vais jouer par exemple. Ce qui veut dire par exemple, là il va activer là au bas et le kamikaze et une unité de marine on va dire
pour les envoyer. On va chercher à activer dans 12 cases autour. Il est évident que les unités peuvent finir leur mouvement en dehors des 12 cases. C'est au moment où elles doivent prendre les ordres qu'elles doivent être dans les 12 cases autour. La plupart du temps, on ne pourra utiliser qu'un seul QG par carte. Sauf qu'à contraire, spécifié sur la carte, il faudra choisir un QG pour activer des unités. Donc il faudra bien gérer le placement des unités pour qu'elles restent dans des zones d'influence de au moins un QG évidemment, et si possible 2 QG pour permettre un peu de flexibilité et de pouvoir gérer des réactions un peu différentes. Je vais vous parler des cartes, on va regarder ça d'un peu plus près. Les cartes, il va y en avoir plusieurs types. On va avoir par exemple des cartes militaires, des cartes bleues qui sont les cartes de réaction, des cartes jaunes qui sont les cartes politiques. Et à chaque fois, ces cartes vont décrire exactement ce que l'on peut faire, sachant qu'à chaque fois, il y aura 2 possibilités. Soit utiliser la carte pour ce que la carte nous dit. Donc, typiquement, là, une contre-offensive, donc on définit, on lit ce qui est décrit pour la mettre en place. Soit une attaque. Donc là, par exemple, pour cette carte d'attaque-là, je vais gagner une logistic value de 4. Donc ce sera le nombre d'unités que je peux activer en plus de la valeur du QG, et c'est uniquement avec le QG sud. Et ça décrit en plus des effets en plus. Donc soit on pourra faire pour la carte, soit pour la valeur opérationnelle en haut. L'idée étant qu'évidemment il y a des cartes qu'on ne pourra pas jouer parce qu'il y a des conditions restreintes ou on risque de s'exposer un peu trop si on la joue pour l'événement. Et du coup, on va la jouer par exemple pour les points opérationnels. Donc les points opérationnels, ça remplacera le logistic value. Et donc là, par exemple, si je décide de ne pas jouer la carte pour son événement, mais pour ses points opérationnels, j'aurai, on va dire que je joue ça avec le QG du sud, qui est ici. J'ai 2 de valeur d'activation, plus 2 points opérationnels. Je pourrais déplacer 4 unités en même temps. Les cartes vont vraiment être centrales dans le jeu, sachant qu'on en tire entre 4 et 7 par tour, en fonction des dégâts qu'on a pu prendre et diverses règles. Donc il va falloir bien les gérer, bien les utiliser, et aussi parfois passer. C'est-à-dire que par exemple au début l'américain a que 5 cartes, il passera 2 fois sur le tour, jusqu'à ce que le japonais ait utilisé ces 7 cartes. On peut aussi garder une carte d'un tour sur l'autre. Donc on prend une carte à notre tour et on dira je la mets sur ma case de future offensive et je la garde pour le prochain tour. Voilà, je vais vous montrer quelques autres cartes. Voir si je trouve quelque chose de sympa. Voilà. Après, donc, il va y avoir des offensives plus ou moins grandes, plus ou moins costauds. Voilà, donc là aussi, par exemple, on a d'autres types de cartes. Et certaines cartes proposeront dans leur event de prendre du ravitaillement. Ça va être le cas chez le japonais où on a très peu de renforcement. On a très peu de renfort chez le japonais, et donc parfois on aura envie d'utiliser l'event de la carte qui nous fournit des renforts. Par exemple, cette carte fournit 2 renforts aériens. Mais voilà, il faut aussi des fois sacrifier l'idée de renfort et juste l'utiliser pour les points opérationnels en se disant il faut que je continue mon offensive. Donc il y aura beaucoup de choix à faire et les choix se payent cher dans la partie. Donc il faudra toujours poser le pour et le contre, et mon conseil aussi c'est d'éviter de considérer qu'on va réussir. Toujours viser une demi-victoire en se disant voilà, si je ne réussis pas vraiment à fond mon assaut, comment ça se passe si je suis un peu contré par l'adversaire. Pour continuer sur les cartes, on va avoir en haut 2 valeurs. Une ou 2 valeurs. Je vais mettre un autre exemple. Là, on n'a qu'une seule valeur. Ça va être la valeur d'espionnage. L'idée étant que l'adversaire peut essayer de contrer l'action qu'on va faire, de contrer l'assaut qu'on va faire. Donc si on aura 2 valeurs, EC, donc c'est la valeur pour l'utilisation en tant qu'événement. OC, ce sera la valeur pour l'utilisation en tant que point opérationnel. Souvent, comme l'événement nous donne beaucoup d'avantages par rapport à juste une petite opération, il y a des risques plus grands de se faire voir. Donc là, par exemple, pour l'espionnage, le C est de 6. Donc c'est-à-dire que l'adversaire jettera un dé 10, et pour 6 ou moins, l'opération est éventée et il pourra réagir.
Si j'utilise la carte non pas pour son événement, mais pour ses points opérationnels, là c'est du 4-, donc on a moins de chances d'être découvert. Et même chose, dans le choix des cartes et la manière de les utiliser, il faudra prendre ça en compte. Parce que on a des risques d'être découvert et de s'exposer à une contre-attaque qui peut être très violente. On va pouvoir trouver d'autres concepts sur notre plateau de jeu. On va avoir une piste ici, à droite, qui va permettre de décompter les points de débarquement qu'on peut avoir. L'idée étant que voilà, un débarquement c'est très lourd au niveau logistique, donc on ne peut pas en faire beaucoup. Au début, les Japonais vont avoir 7 points de débarquement. Donc grosso modo, on va pouvoir déplacer 7 faces de troupes. Donc par exemple, une grosse troupe comme ça, c'est 2 faces, parce qu'on déplace les deux côtés tellement on est grosse. Des petites troupes de marine, on déplacera que pour 1 point. Au fur et à mesure de la partie, de l'arrivée des sous-marins américains, etc., les Japonais vont perdre des points de débarquement et donc évidemment perdre en mobilité et en capacité de contre-attaque. A l'inverse, les Américains, eux, vont commencer à en gagner au fur et à mesure de la sortie des docks de leur marine. On va avoir ici la piste pour décompter les tours. Donc même chose, ça va donner quelques informations, ça va donner des informations sur la guerre sous-marine, ça va donner des informations sur des remplacements anglais, etc. La piste qui va être extrêmement importante pour les deux, c'est la piste centrale, la rouge, c'est le Political Will Track. Ça va être la volonté politique des États-Unis de poursuivre la guerre. Si ça tombe à 0, les Japonais gagnent, parce que le peuple américain ne veut plus entendre parler de la guerre et souhaite faire la paix. Donc ce sera une paix négociée, mais voilà, c'est une victoire japonaise. Le japonais fera donc tout dans la partie pour faire descendre le political will et atteindre le 0 si possible. C'est de toute manière quasiment la seule possibilité pour les Japonais de gagner. Comment ça se fera? Ça se fait en conquérant des pays alliés, ça se fait en détruisant l'intégralité des porte-avions américains, etc. Donc il y a plusieurs éléments qui sont décrits dans les règles qui vont expliquer comment réussir à faire descendre ça. À l'inverse, les Américains vont tout faire pour le préserver, pour pouvoir rester engagés sur son front-là. Sur la piste multicolore à côté, ça va être un autre type d'influence, ça va être l'influence de la guerre en Europe. C'est-à-dire que là, donc, on va pouvoir faire descendre ces niveaux avec des cartes ou les faire remonter selon le camp. Plus ça va descendre, plus ça va prendre de réserve aux Américains. C'est-à-dire que les unités qui sont censées arriver sur ce front-là, vu que ça se passe mal en Europe, vont devoir être reroutées vers l'Europe et ne sont du coup pas ici, ce qui aide le japonais. Donc ça, c'est une piste qui est un peu plus dure à faire descendre, qui est un peu plus longue à faire descendre, mais qui peut jouer sur les renforts. Dans le même genre, ici justement dans les renforts, donc là on peut voir, il n'y a quasiment aucun renfort japonais de la partie. Et là on parle vraiment pas des pions, des nouveaux pions qui arrivent, mais des renforts pour réparer ces unités détruites ou endommagées. A l'inverse, les alliés en ont sans arrêt. Et c'est pour ça qu'il faut gagner le plus vite possible avec le Japon, avant que l'industrie américaine inonde l'océan Pacifique de troupes, de navires, d'avions, alors que les Japonais, eux, vont galérer à conserver ce qu'ils ont. Passons à un autre point de règle qui va être important, ça va être le ravitaillement. Le ravitaillement va concerner toutes les unités, mais va se gérer différemment. Toute unité est ravitaillée si elle a une ligne de ravitaillement vers son HQ, son QG. Un QG, lui, sera ravitaillé si il a une ligne de ravitaillement possible vers ses territoires. Donc pour le japonais, ce sera vers les ports du Japon. Pour les alliés, ce sera via les bords de carte. On considère que tout le bord de carte est géré par les alliés, que ce soit l'Inde via le canal de Suez, l'océan Indien et l'Australie, et à l'est, on ira directement sur les ports américains. Donc dès qu'on arrive à tracer des lignes de ravitaillement, on est bon. Ça va jouer énormément dans les choix qu'on va pouvoir faire, notamment on pourra donner des ordres depuis un QG à une unité qui est ravitaillée.
et zones d'occupation aérienne. Typiquement, on peut annuler une ZOI adverse avec un de nos propres avions. C'est-à-dire qu'on neutralise la ZOI, on considère qu'on peut passer parce qu'on est couvert par notre propre aviation. L'idée sera donc, évidemment, au maximum, de protéger ces lignes de ravitaillement et essayer de toucher celles des autres. Donc si on peut, on va essayer de couper les lignes de ravitaillement, ce qui empêchera l'activation d'une unité quand on aura besoin de faire des offensives. On va d'ailleurs regarder maintenant un exemple d'offensive, donc parfaitement fictif. Je vais vous montrer ça tout de suite. Simulons une bataille dans un tour de jeu. Imaginons que je sois japonais, que je veux prendre Leyte, ici, avec ma flotte située là. Je vais jouer une carte, je vais jouer cette carte-là, qui a donc une valeur de points opérationnels de 3, ou une valeur logistique, si j'utilise l'événement, de 6. Pour ne pas déplacer 50 unités, je ne vais pas trop me prendre la tête, je vais jouer avec la valeur opérationnelle de 3. Je vais lancer mon assaut avec le QG qui est situé, le QG des mers du Sud qui est situé à Truk. Il a une portée de 12, donc mes unités ici sont à portée. Le QG a une valeur d'activation de 2, je peux donc activer jusqu'à 5 unités. Je vais décider d'attaquer ici. Je vais dire donc je prends mon porte-avions que je mets là à 2 parce que c'est un porte-avions, il a une portée donc je peux le mettre un peu plus loin. Je prends mon croiseur qui va embarquer une unité de troupes. Donc je vais aller ici. Donc là on a déjà 3 unités déplacées. J'ai le droit à 3 plus 2 autres pour la valeur du QG. Je vais prendre un avion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est trop loin. Je vais ramener d'autres bateaux du coin. Donc, je vais ramener un autre croiseur qui donc 4 et le kamikaze 5. Voilà. Donc j'ai ramené 5 unités. J'ai déclaré que je faisais un combat à Leyte. On pourra donc résoudre ce combat-là. L'Américain va jouer une carte de réaction. Hop, celle-ci. Donc c'est une interception, donc on tapera en même temps. Du coup, il va pouvoir activer avec son QG ici. 1 pour la carte fournie par la carte et 2 ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener des avions. Donc 2 avions pour renforcer l'aéronaval. Et on va dire une unité, cette unité-là qui va venir combattre aussi. Ça va être pour la phase de préparation du combat. On a une carte qui est jouée par le japonais pour lancer une offensive. L'américain avait la possibilité de faire une défense, une réaction grâce à sa carte bleue, il l'a fait. Et on va avoir donc un combat avec plusieurs unités. On va tout de suite voir comment ça se passe. On a d'abord le combat aéronaval, avant de faire le combat terrestre. Donc, chez le japonais, si je sépare un peu, on a ça pour l'aéronaval. Chez l'américain, on a ça. Donc là, on va taper en même temps. On va taper en même temps parce que c'est une interception, donc ils réussissent à réagir, mais c'est pas non plus une embuscade, ou dans ce cas-là, ils taperaient avant. Donc la somme d'attaque, des points d'attaque du japonais, ça va être 18, 30, 36. Côté américain, on est à 10, 14. On n'est clairement pas sur la même puissance de feu engagée. Et on va quand même faire la bataille pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je prends, hop. Pour ça, on a des tables de combat qui sont mises à disposition. Ici, on est sur, pour les Japonais, on n'aura pas de bonus parce que du coup, c'est pas une attaque surprise vu qu'elle a été interceptée. On jette un dé et on va regarder. Sur 0 à 2, on fera seulement un quart des dégâts. Donc là, j'ai dit qu'on avait 36 points, donc on fera un quart de 36. De 3 à 5, on fait la moitié. De 6 à 8, on fait 100% des dégâts. Et si on fait un 9, c'est 100% des dégâts, mais on applique les dégâts comme on veut.
Normalement, si on applique les dégâts, on ne peut pas détruire une unité tant qu'on n'a pas flippé toutes les autres unités. Donc là, les Japonais vont lancer, ils font un 3, donc ils font la moitié de leurs dégâts. Donc ça fait 18 points de dégâts. On va dire qu'on flippe celui-là, donc ça fait déjà 10. Et on va flipper celui-là. Voilà, on a fait 16. Les 2 points de dégâts en plus, on ne peut pas les appliquer. C'est fait. Les Américains, de leur côté, vont attaquer et ils font un 9. Très bien. Donc j'ai dit qu'ils avaient... Alors je vais revenir sur les faces. Donc 4... Donc ils avaient 14. Donc ils vont pouvoir répartir leurs 14 comme ils veulent. Bon là en l'occurrence ça va pas changer grand chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner là au bas pour 10 points. Et voilà, c'est tout ce qu'ils pourront faire. Comme ils ont fait un 9, s'ils avaient fait beaucoup de dégâts, ils auraient pu même aller jusqu'à détruire là au bas sans toucher aux autres. Parce que le 9 permet de répartir les dégâts exactement comme on veut. La bataille aéronavale est gagnée par les Japonais, parce qu'ils ont fait plus de dégâts. On passe donc ensuite à la bataille terrestre. Sur la bataille terrestre, donc là, on enlève le reste. On a une unité japonaise qui est à 9 et qui a 12 points de vie. Et on a 5 côté américain. Là, on va regarder. Donc, même chose, on va avoir une table qui va décrire la répartition des dégâts. Là, donc pour le japonais, 7. Donc 7, il va faire 1 dégât et demi. Donc 9, ça va faire 14 de dégâts. Je dis pas de bêtises. Donc il va flipper celui-là par exemple. Et côté américain, 5. De toute manière, avec 5 de puissance, il ne pourra rien faire vu qu'il doit taper sur du 12. Même s'il arrive à faire un 9, ça fait x2 sur les dégâts. Ça fait 10, il ne pourra rien lui faire. On a des bonus. On a des bonus en fonction de si on attaque de la jungle, si on défend contre de l'amphibien, etc. Là, la puissance américaine déployée n'est pas du tout suffisante. Donc du coup, ils ne peuvent pas faire de dégâts. Mais en vrai, quand on fait une réaction, l'idée c'est de ramener des unités, des navires, des avions qui permettront de faire des dégâts suffisants pour flipper des unités adverses. Le but de l'américain étant de faire le plus de pertes possible sur le japonais, sachant que le japonais n'a quasiment aucun renfort et aucune possibilité de réparer la plupart de ses unités. Donc c'était un petit combat très vite fait, peut-être oublier une règle ou deux. L'idée c'est de vous montrer comment ça marche. Donc on commence avec les cartes pour lancer des offensives. Il y a possibilité de réaction. Donc là, l'américain a utilisé une carte de réaction, mais sinon il aurait pu faire un jet d'intelligence, ce qui revenait à peu près au même. Et derrière, il y a le combat, 2 phases. L'aéronavale d'abord, si il y en a une, et ensuite la phase terrestre, s'il y en a une. On va aborder un dernier point de règle qui va être le mouvement. Comment peuvent se déplacer les unités? Tout ça va dépendre de l'OC, donc les points opérationnels qu'on va utiliser pour la carte d'action. Typiquement, pour chaque point opérationnel qu'on va utiliser, une unité terrestre aura 1 point de mouvement, une unité navale aura 5 points de mouvement, et une unité aérienne pourra faire un bond. Un bond sera d'un aéroport à l'autre en fonction de son déplacement. Donc pour un avion, par exemple comme ça, ce sera du 3 ou du 5, mais elle attaquera de moitié. Pour un bateau, donc on a dit 5, donc on va compter les hexagones. Et pour les unités terrestres, on aura un MP pour chaque point opérationnel utilisé. Un point de mouvement, ce sera un déplacement d'une case dans un terrain ouvert. Les montagnes comptent 3 points de mouvement. Les zones mixtes comptent 2 points de mouvement. Les jungles, 2 points de mouvement. Donc comme vous pouvez le voir, le déplacement terrestre va être assez lourd. On pourra vraiment le faire que dans le cas d'opérations larges avec 3 points opérationnels utilisés. Un bateau pour aller jusqu'à 15 de mouvement sur les grosses offensives avec 3 points opérationnels. Et du coup, on pourra faire des grandes attaques. A noter que après les offensives,
les bateaux et les avions vont pouvoir aussi revenir. Donc on pourra les repositionner après l'assaut. Donc on peut aussi encore avancer. Si on arrive à prendre le territoire, on pourra encore avancer vers d'autres endroits ou sauter dans des aérodromes plus proches pour être plus près du front au prochain assaut. Donc voilà, pour récapituler, les mouvements: terrestre 1 point, naval 5 points, aérien 1 bon de déplacement, et on multiplie ça par la valeur opérationnelle de la carte qu'on a en jeu. Après ce dernier point de règle sur les mouvements, on va arrêter la vidéo ici. On pourrait évidemment creuser beaucoup plus profond dans le livre de règles, qui est très dense, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, l'idée c'est vraiment vous présenter de manière succincte le jeu, les principes généraux de fonctionnement d'une partie. Après, le mieux c'est de s'y mettre, de lire le livre de règles, de s'étaler le plateau pour mieux comprendre ce qu'on peut faire, ou si on n'a pas le plateau, tout simplement de profiter de Vassal. Parce que oui, comme souvent avec les jeux de GMT, il y a un module Vassal qui permet de faire des parties, de regarder en solo comment ça marche, de se simuler quelques assauts, etc. Donc c'est toujours très pratique. J'ai beau avoir le jeu à la maison, ma première partie a été sous Vassal, et à côté je me suis aussi fait une partie moi pour simuler des mouvements, pour mieux comprendre le jeu, mieux comprendre comment fonctionnent les assauts notamment, et aussi étudier les impacts des assauts. Parce que une des grandes questions qu'on va se poser à travers les jeux, ça va être, au moment de faire des choix sur les assauts, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me découvre quelque part? Est-ce que ça va me permettre derrière de préparer d'autres assauts, etc. On a au max que 7 cartes à jouer par tour, et mine de rien, ça limite les choix, et donc chaque choix est crucial. C'est un jeu qui peut être punitif, c'est pas plus mal. Ça peut être violent si on prépare un assaut et qu'on se foire totalement. Je l'ai testé pour vous, je vous garantis que c'est pas rigolo de préparer des gros assauts et de faire des 0 ou des 1, alors qu'en face ils font des 7 ou des 8. On se prend plein de pertes quand on est japonais, on n'aime pas trop ça. Mais ça fait partie du charme du jeu. On a vraiment un jeu aussi qui est différent quand on est japonais ou quand on est américain. Le japonais va tenter de faire le plus de dégâts possible, le plus rapidement possible, pour ensuite, dès le tour 4-5, commencer à plier sous les assauts américains. Donc l'idée c'est de décaler cette force américaine le plus tard possible. Et à l'inverse, l'américain au début endure, donc il doit sauver ce qu'il peut. Et dès que les renforts commencent à arriver, à flouder de partout, là, commencer à prévoir des contre-offensives. Sachant que les règles sont aussi faites pour forcer l'américain à attaquer. Dès le tour 4 de mémoire, il va devoir reprendre des territoires aux japonais. Sinon, il va perdre des points politiques. Donc du coup, ça le force à l'offensive. Alors qu'à l'inverse, le japonais, lui, va tout faire pour, même s'il perd du terrain, ne pas en perdre suffisamment pour que la population américaine se lasse. Donc voilà, c'est vraiment, il y a une petite asymétrie là-dessus, c'est assez sympa, c'est assez intéressant à jouer. Et je pense que de toute façon, la prochaine partie, je jouerai peut-être les Américains, histoire de voir un petit peu aussi ce que ça fait de se faire défoncer au début et de revenir au fur et à mesure grâce à l'industrie américaine. Le jeu en lui-même est long, on va pas se mentir. Un tour, ça va être entre 1h30 et 3h. Donc une partie, une grosse partie, on peut aller jusqu'à 12 tours. Bon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui durent 12 tours les parties. Mais voilà, je sais que voilà, on peut être entre 20 et 30 heures sur la partie. Moi, ma dernière partie, j'ai abandonné au tour 7, je crois. Parce que du coup, toutes mes défenses s'étaient transpercées, j'avais perdu quasiment toutes mes flottes et je ne pouvais plus reconstituer de flotte et de protéger le Japon. Et que voilà, c'était. À part faire de la figuration, il n'y avait plus de plaisir à jouer, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un jeu très intéressant, complexe. Dans la complexité, c'est aussi, je pense, dans la manière dont est fait le livre de règles. On a plusieurs fois cherché à comprendre des points de règles et on revenait, on croisait des infos. C'est un jeu qui s'apprécie de plus en plus au fur et à mesure des parties. Bon, évidemment, quand une partie dure 20 heures, on ne va pas en faire 50 dans l'année. Mais voilà, c'est un jeu qui a un grand succès, c'est pas pour rien.
c'est que c'est un bon cramage de neurones à chaque partie. Chaque partie est différente parce que les approches vont être différentes pour les Américains ou pour les Japonais. Tantôt le Japonais va se focus sur une conquête de la Birmanie et de l'Inde, tantôt il va se focus sur la Nouvelle-Guinée pour essayer de repousser au plus loin possible les assauts américains. Voilà, donc il y a des stratégies un peu différentes, et tout ça en plus modulé par les cartes. Donc je sais que dans ma partie, au tour 2 et 3, bah, j'ai pas eu beaucoup de cartes offensives. Alors que c'est le moment où il faut faire les grosses offensives japonaises pour ensuite commencer à se préparer à se prendre le retour de bâton américain. Donc voilà, d'une partie à l'autre, ça va être bien différent. Et ça va forcer à réfléchir un maximum sur nos zones sur nos œils, sur nos futures offensives, sur l'hypothèse que l'adversaire ait des contre-attaques dispo, donc est-ce que on sacrifie beaucoup, ou on met le paquet sur une toute petite offensive pour l'assurer. Voilà, il y a beaucoup de brainstorm à faire, c'est pour ça que les tours durent longtemps, parce qu'il n'y a en vrai pas énormément de mouvement, mais c'est beaucoup de réflexion. Voilà, donc j'espère que cette présentation d'Empire of the Sun vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à relever les erreurs que j'ai pu faire. Vu la densité du livre de règles et le fait que j'y ai pas joué depuis 6 mois, ça peut jouer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo.